Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le bilan lecture du mois d'avril. Je pensais faire une vidéo par trimestre, mais je pense qu'il y aura trop de livres et que ce sera trop long. Donc je pense qu'une vidéo par mois, si j'arrive, serait pas mal. Alors ce mois-ci, ça a été très stressant pour moi, j'ai eu beaucoup d'activités, mais j'ai quand même beaucoup lu parce que je suis chez ma mère, momentanément et que celle-ci, n'a pas vraiment de télévision fonctionnelle et en dehors de mes heures de travail, j'essaye de limiter mon usage, d'internet. Alors, ce mois-ci, j'ai lu 12 livres et donc je vais commencer par le premier, qui est Lady L de Romain Gary. Alors Romain Gary, c'est un auteur que j'adore. Il est très drôle. Enfin, là, il arrive à être très drôle dans les choses qu'il raconte, à allier des moments très émotionnels, très durs, avec beaucoup d'humour. Donc, c'était vraiment ce que j'avais adoré dans La vie devant soi, ainsi que dans, ainsi que dans La promesse de l'aube. Et cet ouvrage, il est différent, donc il y a toujours beaucoup d'humour, hem, il y a toujours beaucoup d'émotions, de sensibilité. Donc on suit Lady L et elle relate l'histoire de, son ascension sociale, de comment elle est devenue, un membre de l'aristocratie, anglaise. Elle fait partie de la haute société anglaise, elle a des enfants, des petits-enfants même. Et donc elle raconte tout ça à une personne, qui est amoureuse d'elle. Et donc on suit, un petit peu, toutes ses aventures. Et Lady elle n'est pas une personne qui est très, morale ou qui a de grandes valeurs ou, qui est poussée par, une humanité. Elle est foncièrement, égoïste et concernée par le plaisir et son plaisir. Mais on continue, de la soutenir, de l'aimer et de vouloir qu'elle s'en sorte, tout au long du livre. C'est aussi l'histoire d'une emprise, d'une jeune femme. Donc voilà, Lady L, je vous le recommande énormément. Pour le moment, j'ai lu 3 livres de Romain Gary qui étaient tous exceptionnels, donc voilà, je vous conseille de lire celui-ci. Ensuite, j'ai lu Le Maître des illusions, The Secret History en anglais, de Donna Tartt. Alors c'est un livre qui est, très connu, voilà, dans la littérature américaine contemporaine. On suit Richard Papen, qui est une personne qui vient de Californie et il décide de se faire transférer dans une université dans le Vermont, qui est une université un peu d'élite. Et il découvre, ou il rencontre un groupe d'étudiants en grec ancien, et voilà, il tombe en fascination devant ces personnages et leurs professeurs et il veut joindre ce groupe. Il y parvient et ce groupe, voilà, décide, enfin, à un moment donné, on sait qu'un personnage, a été tué par les autres membres du groupe et donc on découvre un petit peu l'histoire de comment ils en sont arrivés là et les conséquences sur leur vie. Donc Le Maître des illusions. Ensuite, j'ai lu, le premier livre que j'ai lu de Aurélie Vallogne qui s'appelle L'Envol. J'avais regardé dans le passé, un épisode, de podcast, une émission de radio de France Culture, je vous la mettrai dans la barre d'informations également, où ils apposaient, la discussion était, voilà, plus savant, moins c'est bon, qui était autour de la littérature populaire et de la réception de la littérature populaire en France et j'ai trouvé que les 2 auteurs qui avaient été invités, donc Aurélie Vallogne et Michel Bussy, étaient vraiment fascinants dans leur passion au niveau de leur métier, de la défense des intérêts, de leurs lecteurs et voilà, j'ai extrêmement bien reçu, ce podcast. Ça m'a donné envie de lire, ces auteurs. Peut-être je lirai Michel Bussy pour, ma mère a plusieurs livres de lui, autour de la littérature, moderne, enfin populaire. Beaucoup des points qu'ils ont mentionnés, hem, je les rejoins sur beaucoup de ces points. Et donc j'ai eu envie de lire Aurélie Vallogne, particulièrement L'Envol, qui est l'histoire je vais vous lire la 4e de couverture. Donc L'Envol. Entre une mère et sa fille, l'amour reste toujours fragile. Entre bienveillance et malentendu, envie d'être ensemble et désir d'émancipation, portrait croisé d'une mère célibataire, Gabrielle, et de sa fille unique, Lily. D'abord fusionnelle, leur relation se distend quand l'école puis l'ascension sociale de la fille viennent heurter des rêves plus modestes de la mère. Un roman touchant, beau, émouvant sur l'amour filial qui interroge les différences de classe, les notions de réussite et de bonheur et qui pose surtout la question
que nous avons tous dû affronter. Peut-on grandir sans trahir? Donc la raison pour laquelle j'ai voulu lire ce livre en particulier, c'est parce que c'est une histoire qui est assez similaire à la mienne, autour de, effectivement les différences, qui se créent entre, une mère et une fille ou, heu, lors de l'ascension sociale, lors du départ d'un enfant du domicile familial. Hem et ce que j'ai aimé dans ce livre, j'ai lu, voilà, beaucoup de choses sur l'ascension sociale, j'en ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément parce qu'il est proche de mon histoire. Mais souvent, lorsque l'on lit d'autres ouvrages et je ferai une vidéo sur les ascensions sociales positives, plus tard, donc c'est plus dans la littérature moderne, mais voilà, je ne vais pas la faire tout de suite. Mais souvent, il y a soit vraiment, si on a des Édouard Louis, des Annie Ernaux où, les parents, sont négligents, méchants, hem, violents, et donc l'enfant, la personne souffre énormément durant son enfance, c'est très doloriste. Ou de l'autre côté, on a, des ouvrages comme, peut-être Adriana Selly ou, Nesrine Slaoui ou Nesrine Slaoui et Kautar Archi qui, discutent du fait que non, les relations entre la famille ont toujours été, 100 positives et que voilà, ils aiment beaucoup leurs parents et qu'ils sont toujours bien entendus avec leurs parents. Et je trouve que c'est un peu, les voilà, c'est on a vraiment les 2 camps complètement opposés. Et moi, sans avoir été 100 toujours en amour et en admiration envers mes parents, il y a eu des conflits à l'adolescence, comme beaucoup de personnes. Et Aurélie Valognes, elle parle de ça, de ces conflits qui sont pas des oppositions de valeurs, monumentales, mais qui sont juste des désaccords, des problèmes de communication, des problèmes en fait de, mmh, comment dire? Désaccords, problèmes de communication, hem et aussi des problèmes d'expérience, puisqu'il y a certaines choses la lumière est bizarre. Il y a certaines choses que l'on comprend lorsqu'on est plus âgé et donc que les parents essayent d'inculquer ou de montrer et qu'à un certain âge, on ne comprend juste pas. Donc j'ai beaucoup aimé cet ouvrage, c'était écrit, plutôt bien, on apprécie les personnages, on rentre dedans, assez facilement. Donc je ne sais pas, c'est un roman, mais ça paraît, très autobiographique ou clairement inspiré de sa vie, de la vie d'Aurélie Valognes. Ensuite, j'ai lu L'orateur idéal de Cicéron. Alors je trouve qu'il c'était, pas mémorable. Je pense qu'il y a de meilleurs ouvrages autour de l'éloquence et de la rhétorique que cet ouvrage-là. Hem, je pense que si vous êtes, intéressé par la rhétorique, peut-être vous pouvez le lire, mais globalement, je trouve pas que ce soit nécessaire. Oh, d'ailleurs, quand on a le à acheter, à oublier, tout ça, donc je dirais le livre de Romain Gary, ce serait à acheter, Le Maître des illusions à emprunter et Aurélie Valognes aussi à emprunter. Enfin, j'ai lu, Le consentement de Vanessa Springora. Alors littéralement, quand je lisais ce livre, je faisais une tête comme ça. Ah, le personnage, de G, n'est-ce pas? M'a complètement dégoûtée. Il était tellement, niais, cringe, bizarre. Oh là. Donc c'est un livre que je pense tout le monde devrait lire. Je pense que ce serait à acheter puisque c'est un livre que une personne devrait acheter et prêter à de jeunes adolescentes, pour qu'elles comprennent un petit peu, le type de manigance que certaines personnes, peuvent mettre en place afin hem, d'avoir accès à leur corps et yeah, mmh, je l'ai lu une fois, je pense pas que je le relirai à nouveau et je ne pense pas que je regarderai le film, qui je crois est en ce moment, sur Canal+. Alors ensuite, après ça, j'avais besoin de me nettoyer le cerveau, donc j'ai lu Mathilda de Roald Dahl, qui était très mignon. Je m'en souviens, du film de Danny DeVito quand j'étais jeune, qui était un de mes films préférés, que j'ai regardé des centaines et des centaines de fois, et je pense que je vais le regarder à nouveau peut-être avec une de mes nièces, bientôt. Donc Mathilda de Roald Dahl, je pense que c'est un livre que les gens devraient avoir, pour eux parce que c'est drôle, mais aussi, si vous avez des enfants dans votre vie, ben, c'est un livre à offrir. Ensuite, j'ai lu Le Prince de Machiavel et ça pour moi c'est à
acheté. C'est un livre référence. J'aimerais bien un jour faire, une vidéo sur un peu les essais, les ouvrages de référence que tout le monde devrait lire et Le Prince serait définitivement dans cette liste. Je pense que c'est un très intéressant dans l'étude, de la manipulation, dans l'étude, de la conquête, de voilà, ça peut être de pays, mais la conquête de beaucoup de choses, les conquêtes amoureuses, les conquêtes, d'entreprises, les conquêtes, voilà, politiques aussi. Je pense que c'est un ouvrage, référence, c'est pas une voilà, c'est pas pour rien qu'on parle de machiavélisme, même si c'est pas forcément Niccolo Machiavel, il est pas Machiavelli, il est pas forcément, machiavélique, mais je trouve que c'est une étude absolument géniale, voilà. Ensuite, j'ai lu, Son Excellence le comte d'Abranyos de, Essa de Queiroz. Alors, à noter que mon édition avait des problèmes d'impression et j'ai, contacté les éditions Chandaigne, pour savoir si je pouvais obtenir un deuxième livre. Ils m'ont envoyé un deuxième livre très, très gentiment. Donc le service client des éditions Chandaigne est vraiment génial. J'ai acheté avec eux mon cousin, le cousin Basilio, que j'adore de Essa de Queiroz, ainsi que les Mayas. Mais voilà, les copies sont très belles, donc ça reste des livres de poche, flexibles. Et les couvertures sont voilà, des œuvres d'art. Donc dans son Excellence le comte d'Abranyos, on suit le secrétaire du comte d'Abranyos après la mort de celui-ci. Il relate un peu l'ascension politique de son employeur et il raconte tout ce que le comte d'Abranyos a fait. Euh, et voilà, le comte d'Abranyos, c'est quelqu'un qui n'est pas très moral, qui a voulu obtenir le pouvoir et qui a un peu tout fait pour obtenir le pouvoir. Mais le secrétaire, en fait, voit ça comme une bonne manipulation, une bonne utilisation des personnes, et il va dire: «Ah, qu'est-ce que le comte Abranyos, qu'est-ce qu'il était intelligent, qu'est-ce qu'il était doué, fin, ta, ta, ta». Et ouais, c'est un livre qui est très drôle, qui est très agréable à lire et voilà, je vous conseille. Ensuite, j'ai lu Les Impatientes, qui a reçu le prix Goncourt des lycéens. Donc j'aime beaucoup, très souvent, j'ai lu des livres qui avaient gagné le prix Goncourt des lycéens et généralement, je trouve qu'il y a de très, très bons choix. Je crois qu'il y avait, Petit Pays qui avait aussi gagné le prix Goncourt des lycéens que j'avais lu le mois dernier. Mais alors celui-ci, j'ai eu du mal à comprendre. J'étais vraiment énervée quand, je l'ai lu. Donc ça parle, de 3 femmes, de 3 femmes qui habitent dans le nord du Cameroun, dans donc c'est un peu le peuple Peul, c'est dans la communauté, du Sahel, un peu du Sahara et dans leur communauté, ils sont, polygames. Donc les époux ont plusieurs, les maris ont plusieurs, femmes, et ce livre a été qualifié de féministe et j'ai vraiment eu du mal à comprendre. Est-ce que c'est féministe, en fait, de montrer la souffrance des femmes? Parce que moi, j'étais un peu, c'était, du suffering porn, c'est-à-dire du voilà, c'est faire souffrir les personnages pour faire souffrir les personnages. J'ai pas du tout aimé. Hem, j'ai trouvé que, hem, il n'y a pas de leçon à apprendre puisque dans ce livre, il n'y a pas de sororité. C'est-à-dire que les femmes, les mères, les sœurs, hem souffrent beaucoup, mais au lieu de s'entraider, elles vont faire du chantage aux autres personnes pour que les autres personnes, en fait, ne sortent pas du carcan, usuel, de ce qui est demandé d'elles. C'était très, très violent. Hem, j'ai trouvé aussi que ça mettait, une mauvaise ça montrait une mauvaise ça mettait en mauvaise lumière, heu, l'islam. Je pense peut-être c'est pour ça que ça a été très populaire en France, parce que quand il y a quelque chose qui est négatif de l'islam, ça fonctionne bien. Je pense qu'il y a des aspects négatifs dans toutes les religions, hein, mais voilà et c'est que ce qui était très étrange pour moi dans cet ouvrage, c'est que qu'un personnage souffre, ça arrive, mais c'est-à-dire que chaque personnage n'a aucun moment, de bonheur, et le dernier, personnage était absolument exécrable. Ouais, j'ai pas aimé du tout, du tout, du tout, du tout. Je trouve que c'est un ouvrage dangereux dans la politique actuelle. Ouais, je n'ai pas aimé. Ensuite, j'ai lu un livre de Delphine de Vigan et vraiment je voulais ne pas aimer.
parce que, comment dire? Je ne pas aimer parce que pour moi, souvent, les auteurs un peu classiques qui sont valorisés par la classe littéraire, sont bien en dessous de, hem, de ce que de comment ils sont vendus. C'est-à-dire que les auteurs populaires sont tout le temps, voilà, diminués, méprisés, ce genre de choses, et il y a beaucoup d'auteurs qui sont populaires, dans le monde littéraire, et il y a pas forcément de raison, la ce qu'ils écrivent est pas forcément mieux. J'ai trouvé que ce livre, était intéressant, parce que la perception de chacun est vraiment différente, et je pense que c'est assez ouvert. Donc d'après une histoire vraie, ça raconte une emprise, dans le cadre d'une amitié avec quelqu'un qui, s'immisce petit à petit comme un parasite, comme une lierre, autour du personnage de Delphine, et qui, essaye de l'étouffer, de prendre le contrôle de tous les aspects de sa vie. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que dès le début, moi, mon interprétation, c'était que la personne, bah, non, je vais pas le dire d'ailleurs. Je vais pas le dire, vous allez le voir, mais j'avais une interprétation qui était, qui n'était pas forcément, celle que d'autres personnes. Donc moi, j'ai vu que oui, il y a ce schéma d'emprise, mais moi, j'ai plus j'ai plutôt pris ça pour, une maladie, mentale, plutôt qu'une vraie personne, une vraie personne. Alors il y a plein de choses, qui me montrent ça, mais ma maman l'a pris complètement différemment, parce que ça, c'est un livre de la bibliothèque de ma mère, donc j'en ai plusieurs, Les Impatientes, L'Envol, et cetera. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le plus mauvais livre du mois, Le Choix des apparences. Alors, je me suis mis un petit post-it pour raconter un petit peu tout ce qui lui arrive en 5-6 mois. Alors, des choses vraiment vraiment graves. Donc le personnage principal est avocate, du divorce, avocate familiale. Donc elle assiste au suicide de l'ex-mari d'une de ses clientes. Elle est traumatisée, elle est, vilifiée dans sa ville, donc elle décide de déménager, de manière intempestive, de manière, incontrôlée, en Bretagne. Elle trouve un job, en se baladant dans une biscuiterie. Elle trouve un appartement, elle, rencontre un nouvel amour, elle rompt avec son ex, son père, à qui elle n'a pas parlé depuis 6 mois, vient la voir parce que son neveu a fait un trafic de drogue et agressé physiquement d'une personne dans son collège. Il y a eu une grosse tempête type tornade qui a complètement décimé, la région de la Bretagne dans laquelle elle habitait. À cause de ça, il y a eu un accident à son travail. Un de ses collègues est tombé dans le coma. Elle décide, pour, le bien de son employeur, de reprendre l'activité. Elle harcèle un petit peu les employés, enfin, elle force les employés à retourner au travail. Elle reçoit du chantage d'un autre employé. Elle découvre qu'elle est enceinte. Une de ses autres collègues, en apprenant qu'elle est avocate de divorce, lui demande de l'aider dans son divorce. Initialement, elle refuse, puis quand elle réalise que c'est un cas de violence domestique, elle décide d'assister cette personne. Elle découvre ensuite que, le mari qui s'est suicidé avait souffert du chantage de son ex-femme, accusé, qui voulait l'accuser en gros d'abuser, physiquement de leurs enfants, voilà. Et finalement, ah oui, son ex-mari revient, son ex-mari qui aussi la battait, et c'est pour ça qu'elle était devenue une avocate, défenseuse des droits de la femme, ou des femmes, vraiment, cutthroat. Elle avait fait une fausse couche dans le passé, blablabla. Les gens tirent sur son ex-mari, et enfin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. I mean, en un livre, il y a plein de choses qui se passent. J'étais agacée par le ton tout le long de la lecture, parce que c'est très vieillot la manière de s'exprimer, entre les gens. Bref, c'était vraiment pas top, à oublier, et finalement, donc je suis encore en train de le lire, hein, je suis à peu près à, 75 pages, donc je vais le finir aujourd'hui, je pense. Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, qu'elle a écrit, je crois, quand elle avait 18-19 ans, qui a été publié quand elle a 19 ans, mais qu'elle a dû écrire auparavant. Hem, j'ai lu seulement 16 pages, mais je trouve que la plume est très belle, et je ressens vraiment
est-ce que c'est parce que c'est une adolescente qui l'a écrit ou est-ce que c'est parce qu'elle arrive à montrer vraiment qu'est-ce que c'est que la pensée adolescente? Je trouve que c'est exceptionnel. J'adore, 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 j'adore. Donc on suit une jeune femme qui s'appelle, Cécile et elle a une relation très fusionnelle avec son père et tous les étés, ils partent en Méditerranée pour les vacances. Alors elle et son père, voilà, dans les années 50, il lui laisse beaucoup de liberté où elle peut sortir un peu, faire ce qu'elle veut, avoir des flirts, aller au restaurant, aller en boîte de nuit avec son père et son père, voilà, c'est un homme à femme et lors de ses vacances, il amène une de ses conquêtes, Elsa, mais les rejoint, Anne, qui était une amie de la défunte mère de Cécile et finalement Anne, par son esprit, par sa prestance, séduit le père de Cécile et essaye de rediriger, la jeune femme, mais elle se rebelle, contre sa belle-mère, et donc voilà, on suit tout ça. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, donc au niveau des livres, c'est tout, ça fait déjà 20 minutes. OK. Maintenant, on va parler un petit peu des documentaires que j'ai regardés. Alors j'ai regardé beaucoup de documentaires sur France TV, cette semaine. J'ai regardé, Cache Investigation d'Élise Lucet, Argent facile, les fausses promesses des influenceurs. J'ai trouvé que bon, c'était bien fait comme d'habitude avec Cache Investigation, mais j'admire, on va dire un peu Marc Blatta, dans son impertinence, dans son inconscience de discuter avec Élise Lucet, alors qu'effectivement il y a des chefs d'entreprise qui essayent, de la, mmh, de la, mmh, de l'esquiver, qui ne veulent pas lui parler, et lui avec toute l'audace, de qu'il a, il décide, voilà, d'être interviewé par elle et on a des réactions lunaires que je pense on a vues tous sur les réseaux sociaux. Je recommande, à tout le monde de le regarder, surtout aux parents parce que je pense que, les influenceurs qui sont mentionnés dans ces vidéos, hem, ciblent particulièrement les adolescents et jeunes adultes. Donc je pense que les parents devraient regarder pour essayer, de protéger leurs enfants, de savoir les choses qu'ils regardent sur les réseaux sociaux. Ensuite, j'ai regardé le documentaire À voix haute, qui est sur le concours Eloquentia, et c'est un concours de prise de parole, de prise de parole publique. C'est un concours d'éloquence. J'ai déjà parlé du fait que, j'avais, beaucoup d'insécurité linguistique au niveau de mon discours, au niveau de mon éloquence et donc je lis beaucoup sur ce sujet. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément et donc voilà, je vous recommande ce livre. Ça parle, voilà, des différentes techniques, de la formation de ces jeunes pour le concours et j'avais lu le livre de Philippe Perrier, je crois, qui était vraiment très intéressant, hem et donc voilà. Alors, ensuite, au niveau des documentaires, j'ai regardé 2 documentaires qui m'ont, complètement déprimée. Le premier, c'était, Les Mascus, je crois et donc c'était un journaliste d'investigation qui est entré dans ces cercles masculinistes et qui a interviewé les personnes et encore une fois, il y avait des choses, enfin, qui étaient dites. Ce qui me choquait, c'est que les gens qui vendaient les formations, qui embrigadaient ces jeunes, souvent ne vivaient pas de cette manière. C'était vraiment quelque chose de purement commercial et ou, étaient vraiment convaincus et pour eux, ils étaient bienveillants envers ces hommes, aux dépens des femmes, aux dépens du reste de la société. Ouais, c'était vraiment bizarre, je me sentais un peu sale après, mais quand même pas autant que lorsque j'ai regardé Comme si j'étais morte, qui m'a estomaquée. Donc j'avais vu sur, TikTok une jeune femme qui avait commenté sur les mascus, qui avait recommandé ensuite Comme si j'étais morte et je pense qu'on vit de manière innocente, ignorante, l'idée que, voilà, des pimps essayent de cibler des jeunes femmes, dans les gé do dans les associations, dans les foyers, d'enfants à difficulté pour les mettre dans la prostitution. Ouais, c'est un je pense je non, je ne pouvais pas m'imaginer
que c'était le cas, que certaines personnes, voilà, ciblaient des enfants de cette manière, voilà, qu'ils faisaient, la méthode du lover boy, qu'ils voilà, ils expliquaient bien aux enfants. Encore une fois, je pense que les parents devraient regarder ce genre de documentaire. C'est dur à regarder, c'est très dur à regarder, de voir les conséquences, sur ces jeunes filles, de voir les personnes dans les associations essayer de parler, essayer de construire quelque chose avec les jeunes filles, mais que ça ne marche pas parce qu'elles sont complètement sous l'emprise de personnes plus âgées, qui leur promettent monts et merveilles. Hem, ouais, c'était hyper dur et ouais, ouais, vraiment comme j'ai dit, jamais je n'aurais imaginé que c'était le cas, que certaines personnes étaient aussi dépravées, aussi, manquaient complètement de morale, d'empathie pour faire des choses comme ça. Ah ouais, non, j'étais choquée. Ensuite, j'ai écouté une série de podcasts qui s'appelle «Assieds-toi près de moi Coco» ou «Coco assieds-toi près de moi». Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, qui est sur, la diaspora, vietnamienne. Voilà, la chute de l'Indochine, après la guerre au Vietnam, contre les Américains et je pense qu'il faut c'est voilà. Ce qui s'est passé au Vietnam, j'ai l'impression que ça a été, comme oublié, par les personnes. Les choses que l'armée française ont pu faire là-bas, les choses que l'armée américaine a pu faire là-bas, on en parle, très peu. La Il y a aussi beaucoup de discussions autour de la rupture avec la culture d'origine, comment ça impacte, les franco-vietnamiens, du fait que physiquement, on peut voir qu'ils ne sont pas franco-français de France, mais qu'ils n'ont pas forcément de lien puisque pour les protéger, les parents, les grands-parents, préféraient parler en français, les intégrer totalement dans la culture française et ne pas, leur présenter leur culture vietnamienne ou je pense pour les autres nationalités, ça s'adapte totalement. Et du mal-être qui en est des années plus tard, du manque qui voilà, qui en est. Heu, ouais, c'était assez vraiment intéressant. Donc c'est une série de 4 podcasts et je vous le recommande, beaucoup. Finalement sur YouTube, j'ai regardé, les Gucci Sessions avec Brut. J'en ai regardé 3 sur 4. J'ai regardé celui sur, la mode, comment percer dans la mode, comment percer dans la photographie et sur la littérature et le rap et je trouve que c'est très intéressant parce que, ce sont c'est présenté, de manière accessible. C'est présenté par des gens qui ne sont pas d'un milieu privilégié, qui réussissent à rentrer dans ce milieu parce qu'ils ont toutes les connexions. Ça parle de personnes qui rentrent dans ce milieu par passion, par volonté, par travail. Ouais, j'ai adoré celui sur la mode, j'ai adoré, mais celui sur la littérature et le rap, le je trouve que c'était très bien parce qu'on a eu beaucoup de vidéos autour, du fait que le rap, voilà, les gens parlaient trop mal et cetera et je me souviens plus du nom de la personne. Dinos, désolée. Dinos parlait du fait qu'il lisait, qu'il était grand fan de Maupassant, de Baudelaire, et qu'il y a dans le rap, il y a beaucoup d'éléments qui existent dans la littérature, qu'il implante dans le rap et je trouve que ça, c'est un beau message parce qu'on sait que les jeunes aiment beaucoup le rap, mais hem et que les jeunes aussi ne lisent pas, lisent de moins en moins. Donc j'ai trouvé que c'était un bon message, que de montrer que les artistes de rap, s'éduquent, s'éduquent, pour maîtriser leur art. Ensuite, j'ai beaucoup aimé un podcast sur l'économie que j'ai écouté avec mes étudiants qui était sur, voilà, c'était, Radio France, France Culture et c'était sur, l'économie de la justice avec Camille Aimait sur la désmicardisation des Français. Je trouve que c'était intéressant, je l'ai étudié, enfin, avec mes étudiants de français, de FLE, heu, parce qu'on en entend beaucoup parler avec les voilà, ce qui s'est passé avec Michelin, les promesses de Gabriel Attal au début de l'année, hem et je pense que ça permet de relativiser les Français, où est le problème? Et avec la France, avec les bas salaires. Finalement, un petit podcast que j'ai regardé, hier, que j'ai regardé, écouté, sur, de livres Love Laugh qui étaient sur, TikTok, qui étaient sur BookTok et cetera, à quel point ils n'en pouvaient plus. J'ai beaucoup ri.
Donc je vous le recommande aussi. Voilà, on va s'arrêter là parce que j'en ai marre de parler et ça fait déjà 30 minutes. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Bye!